et j'espère qu'il va sortir le drapeau blanc. Après vraiment ce mois béni de Ramadan, je pense que nous ferons la paix ce matin pour cette nouvelle saison de Kinkeliba. Alors vous allez retrouver les capsules quotidiennes, le bulletin d'information, le bulletin météo, sans oublier que vous pouvez réagir sur ce magazine sur la page Facebook Kinkeliba, sans oublier les pages Instagram et YouTube. Sans plus tarder, quel temps fait-il à Dakar et dans les régions du Sénégal? Je vous propose de suivre la météo. A tout de suite. Chers amis téléspectateurs de Kinkeliba, bonjour. L'actualité météorologique de ce jour, c'est une fraîcheur donc matinale qui sera ressentie tôt ce matin et une légère baisse des températures journalières au courant de la journée. Donc l'animation satellitale nous montre des voiles de nuages en provenance de la mer qui vont intéresser le ciel sénégalais et ces vents donc nous provenant des zones tempérées qui vont donc intéresser le nord et les localités proches du littoral et occasionnant donc une légère baisse des températures. Ce qui fait qu'en termes de prévision pour cette journée, comme le montre la carte, donc c'est un ciel ensoleillé qui sera de mise et une légère baisse donc globale des températures journalières. Cette baisse sera beaucoup plus notée au niveau des localités centre-ouest du pays avec déjà 33 degrés attendus dans certaines localités comme Louga, Thiès, Mbour, 37 degrés attendus sur l'axe Fatick-Kaolack à l'envers Ziguinchor, 27 degrés attendus à Dakar, 28 à Saint-Louis et au niveau des localités donc centre et est du pays, la chaleur sera légèrement ressentie avec des valeurs qui tourneront entre 39 degrés sur l'axe Podor allant vers Linguère, allant jusqu'à 42 degrés sur l'axe Matam allant vers Bakel, 40 degrés aussi attendus sur Sédhiou, Kolda et allant jusqu'à Kédougou, Tamba, et 43 degrés comme le maxi des maxi attendus à Kaffrine. Donc globalement, chers téléspectateurs, c'est une légère baisse des températures journalières qui sera notée au courant de la journée de ce jeudi. Et tôt ce matin, une fraîcheur donc matinale qui sera aussi notée à l'intérieur des terres. Ce qui met fin à ce bulletin météo. Excellent. De retour en plateau, c'est un plaisir de vous retrouver. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue. Il est 6h34. L'équipe m'a rejoint en plateau. Alioune Badara Kane, comment vas-tu? Je vais très bien. Tu vas manquer, hein? Mais c'est réciproque. C'est bien toi, Anta? C'est vrai, ce mensonge. Je peux tâter pour voir, hein? Avec l'intelligence artificielle maintenant, hein? C'est bien, on n'est jamais assez prudent. Alors, comment ça va? Comment ça s'est passé? Ça fait près de 2 mois qu'on ne s'est pas vu. Plus de 2 mois, je veux dire. Hein? Plus de 2 mois, oui. Depuis le mois de Ramadan. Bien avant le Ramadan, juste après, bon, vous avez mis le capant sur Paris. Hein? C'est vrai. Hein? C'est vrai. Et vous avez beaucoup emmagasiné. Hein? Oui, j'imagine effectivement. Bien. Oui. Hein? En ondes positives et tout, c'est bien. En savoir également. Et ça se voit. Ah, c'est gentil, Alioune Badara Kane. Vous savez, Alioune Badara Kane, c'est mon ami de toujours. Hein? J'ai l'impression qu'il a sorti le drapeau blanc. Ça me fait vraiment plaisir. Coach... Je l'agite même. Hein? Ah, voilà. Merci, ça me fait plaisir, Alioune. Coach, comment ça va? Ça va pas très bien. Hein? Pourquoi? Ah oui. Vous n'avez pas fait de sport ce matin? Ça va pas très bien. Vous n'avez pas fait de sport, c'est ça? Vous me voyez venir certainement. C'est ça. J'ai raté les pompes. Oh, mais vous n'avez pas fait d'autres exercices? Parce que Niol est venu beaucoup plus tôt que prévu. Alors là, c'est... Bon, alors, ce ne sera que partie remise. Cet après-midi, on va lâcher. Il va falloir amener Alioune Badara Kane avec vous. Parce que sinon, si, ça fait 2 mois que je ne t'ai pas vu, mais j'ai l'impression que tu as perdu des kilos, Alioune. Oui, mais c'est parce que du muscle. Et du muscle. Là, vous me faites peur. Hein? Là, vous me faites peur. Pourtant, je continue à faire du jogging hein, sur le sable fin de Tuaounpeul. Hein? C'est sûr, ça? Vous voulez que je vous fasse encore le tableau hein? Cette magnifique plage, j'ai besoin d'une preuve à l'appui. On va essayer de faire une enquête. Avec le sable fin. Moi, je n'ai pas besoin d'être régulier dans une salle hein, pour être en excellente forme, comme tous les habitants de Tuaounpeul. Il faut avoir le courage de vous éloigner de Dakar et bénéficier des bienfaits de cette zone. Hein? Où on peut dire la pollution pour l'instant quand même, voilà, nous en sommes épargnés. C'est bien. Très bien, en tout cas, on va essayer de trouver un petit terrain vers là-bas. Hein? On sera voisins? Mais avec plaisir. Avec plaisir. Et je serai votre conducteur des travaux. On verra bien ça. Ça, c'est une autre question. Hein? Il sera des pâtes. Alors, qui sont nos invités de ce matin? Nous avons deux invités hein, pour respecter la parité.
une grande dame, un grand monsieur, chacun en tout cas grand dans son domaine. Lui, expert en tout cas pour tout ce qui concerne la cybersécurité, la cyberdéfense. Et donc, il est consultant et sur ce plateau, il reviendra avec nous sur la stratégie que devrait adopter le Sénégal pour avoir une meilleure souveraineté numérique, mais également assurer ses arrières. Quand on parle aujourd'hui de la cybersécurité, de la cyberdéfense, c'est devenu une nécessité pour tout État qui se respecte. Alors, est-ce que le Sénégal aujourd'hui a fini de prendre en tout cas les bonnes dispositions, voilà, a fini d'ériger les bons garde-fous pour se protéger, pour se prémunir? On sait qu'il y a des attaques. Souvent, les grands États même ne sont pas à l'abri. On a vu comment, par exemple, le siège de l'Union européenne a été attaqué par ce virus-là qui a fait trembler toute l'Europe. Les États-Unis aussi ne sont pas du tout épargnés. En tout cas, aujourd'hui, c'est un enjeu de taille pour tous les États. Alors, il y a des actions qui ont été menées par l'État du Sénégal. On est dans le cadre de la continuité des programmes publics. Il y a le fameux data center de Diamniadio pour la protection de nos données, mais d'aucuns disent qu'il serait sous-utilisé. Alors, que faire pour que toutes les données du Sénégal, en tout cas la grande majorité, soient concentrées à Diamniadio? Quelle autre stratégie élaborée par les nouvelles autorités du Sénégal? Donc voilà les questions qui seront au menu des échanges avec notre invité, M. Malick Fall, qui nous a fait vraiment l'honneur d'être sur ce plateau quand on sait qu'il a un agenda très chargé, parce que juste à la suite de cette émission, il reprendra les airs direction Paris, où véritablement voilà, son savoir est très disputé par ceux-là qui savent reconnaître les talents. Et les Sénégalais, ils sont nombreux quand même à l'international, à prodiguer des conseils bien avisés à ces grandes organisations internationales. Alors pourquoi pas notre pays devrait être le premier à en bénéficier. Et j'imagine que, voilà, quelque part dans un coin de sa tête, il pense à un retour définitif au pays pour que le Sénégal puisse profiter de lui. Et à sa suite, une autre, disons, digne ambassadrice du Sénégal, Madame Sophie Zinga Sy, qui est experte dans le domaine des industries culturelles et créatives et surtout fondatrice donc, de ce grand centre qui est le Dakar Design Hub. Mais elle est là surtout pour nous parler de cette visite donc de nos amis, de nos partenaires rwandais qui viennent s'inspirer du modèle sénégalais. On va dire qu'il s'agit là véritablement d'un acte fort dans le cadre donc, de la coopération sud-sud. Et cela entre en droite ligne de ces relations vraiment très fortes que l'on note entre, disons, Kigali et Dakar, parce que dernièrement, le président rwandais était donc en terre sénégalaise. Alors pourquoi ils ont choisi le Sénégal pour voilà, gagner en expérience? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui donc, voilà, les atouts du Sénégal dans le domaine donc, des industries culturelles et créatives? Qu'est-ce qu'on peut aussi également gagner donc de cette coopération? Parce qu'il s'agit d'une coopération gagnante-gagnante, c'est ce que l'on voudrait avec nos amis rwandais qui ont aussi certainement des atouts à faire valoir. Donc voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons avec Madame Sy, mais aussi en profiter pour faire une petite classification de ces nombreux métiers qui tournent autour des industries culturelles et créatives. Donc vous l'aurez remarqué, je pense que le menu est très costaud pour cette avant-dernière journée. Pour cet avant-dernier numéro. Voilà, excusez-moi. Donc de Kenkeliba. Effectivement, et Sophie Zinga est également styliste, designer qui fait de très très belles tenues. Je ne sais pas si tu le savais, Alune. Merci. Bien sûr, ben, écoutez, Sophie Zinga non plus à la présenter donc, à ceux qui sont dans le secteur donc, de la mode, en tout cas de la culture, on va le dire. Effectivement. Alors, bienvenue en plateau, Sophie Zinga. Alors aujourd'hui, on va dire, tout ce qui est industrie culturelle n'était pas forcément bien pris en compte par, on va dire, le commun des Sénégalais. Aujourd'hui, ça commence vraiment à prendre une certaine ampleur, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, le Rwanda vienne s'inspirer du Sénégal. Tout à fait. Merci pour l'introduction. Je salue tous les téléspectateurs qui nous regardent. Et puis, je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Effectivement, l'économie créative est une économie florissante qui représente 3% du PIB international. Donc, c'est vraiment très lourd, avec plus de 30 millions d'emplois qui sont créés au niveau mondial. Donc, c'est vrai que le Sénégal regorge de potentialités dans ce secteur-là. Nous sommes un grand pays d'artisanat et de création et de mode. Donc, je pense que c'est à nous de pouvoir faire valoir en fait, cette potentialité-là et l'exporter, mais aussi le renforcer au niveau national, former, structurer pour pouvoir être à l'assaut des marchés au niveau national, sous-régional et au niveau international aussi. Très bien, et on en parlera justement dans la première ou dans la seconde partie à l'Une Badarakan. Tout dépendra voilà, du commun accord que nos invités trouveront, mais sachant qu'à l'avance, c'est un bon gentleman, un vrai Sénégalais, d'habitude il est gentleman, donc il cédera cet honneur à Madame Sy. Donc ce sera dans la première partie de ce magazine, j'allais dire Tandarma.
Hein, Kinkeliba. J'avais fait la faute à Tandorma, hein, l'amalgame entre Tandorma et Kinkeliba, mais effectivement, il est 6h41. C'est bien Kinkeliba. Et d'ailleurs, si vous nous rejoignez, n'hésitez pas à poser des questions à nos invités ou encore à notre chroniqueur, on va dire, hein, notre coach El Hadji, coach Tandara. Alors, monsieur Malik Fall, comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Ravi de partager ce plateau avec vous. Merci beaucoup à mon co-invité donc pour échanger donc, sur les problématiques de la cybersécurité. Alors, cybersécurité, un énorme défi au Sénégal. Complètement. D'accord. Et on en parlera dans la seconde partie, Alioune. Beaucoup à dire dans ce secteur. Et donc, avant cela, on va passer à la revue des titres. Et on va commencer avec le quotidien Sud Quotidien qui titre à sa une « Le coup de balai se poursuit, nomination au sein des ministères et autres directions ». On poursuit avec le quotidien Critique qui titre justement avec cette même actualité « Diomaye Baldé SG et DG ». Alors, en attendant de rentrer dans les détails, le chef de l'État s'active dans les urgences, nommé au poste civil pour récompenser ceux qui ont mué le maillot. Bassirou Diomaye Faye reste dans la logique politicienne de positionner ces hommes sans égard, autant pour moi, de la compétence ou des attributs pour mériter des postes. On poursuit avec 24 heures. 24 heures qui titre à sa une vers une alchimie de l'artisanat, un sujet qui va forcément intéresser notre invité du jour, apprentissage des jeunes et vulgarisation d'un savoir-faire national. Peut-être vous faire intervenir par rapport à ce sujet-là. Alors, en savoir-faire, on l'a, mais souvent on a des problèmes, notamment dans tout ce qui est finition, ce qui est tout simplement le point noir justement de cet artisanat-là sénégalais. Vous l'avez bien dit, c'est le petit point noir. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne doute que le Sénégal regorge de potentialités dans ce secteur-là. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment une approche nationale de formation professionnelle de qualité. Et je mets le point sur ça, sur la qualité. Parce qu'aujourd'hui, il faut pouvoir en fait former, mais structurer aussi dans différents pôles. Parce que le Sénégal, chaque région, on va parler de, par exemple, la région de Ngaïméré. Il y a des artisans, des cordonniers qui sont là-bas, qui sont hyper talentueux. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut les regrouper? Comment est-ce qu'on peut créer des usines de transformation, du cuir, la Tabaski qui approche, nous avons des cuirs et peaux à gogo. Est-ce qu'on a une usine de transformation de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et donc, je pense que tout ça passe vers la transformation structurelle de ce secteur-là à travers la formation de qualité. Et on va en parler sûrement tout à l'heure. Effectivement, une formation de qualité. Alioune Badara Kane. C'est une fierté pour tout Thiès. Oh, Alioune Badara Kane, sincèrement, il n'y a que ça qui ne m'avait pas manqué. Thiès, l'incontournable. Et on poursuit avec le quotidien qui titre à sa une « Traitement du rapport du fonds Covid 2019 ». L'État déconfine le dossier. Le mandat à présent, abrogation de la loi contre l'excision en Gambie. Le Sénégal doit-il s'inquiéter? Alioune Badara Kane, tu veux éventuellement réagir par rapport à ce sujet? Non, je crois que ça, c'est un recul quand même que l'on peut, disons, dénoncer. Hein. Parce que quand même, je pense qu'on ne doit pas abroger une telle loi, parce qu'il était question de protéger davantage donc, nos sœurs, donc, les femmes africaines, et que cela soit véritablement rangé dans les oubliettes de l'histoire. Parce que l'excision, quoi qu'on puisse dire, reste vraiment une pratique à dénoncer, même s'il y avait des considérations sociologiques, d'ordre culturel. Il ne s'agit pas véritablement d'être prétentieux en s'érigeant en donneur de leçons. Mais en 2024, je pense que quand même un État ne devrait pas du tout abroger une telle loi. Au contraire, il faudrait voir comment la renforcer pour davantage protéger ces jeunes filles-là. Parce qu'il y en a pour qui c'est un véritable traumatisme. Et jusqu'à présent, malgré les expériences qu'elles ont accumulées dans leur vie même professionnelle, souvent c'est des femmes épanouies sur le plan professionnel, mais qui gardent ce traumatisme-là. Parce qu'il nous est arrivé d'avoir des invités qui nous parlent de cela. Il y a beaucoup d'organisations non gouvernementales qui s'engagent dans la lutte contre l'excision. Alors voir un État en 2024 abroger cette loi, véritablement, cela ne peut qu'inquiéter. Mais je pense que le Sénégal ne va pas s'inspirer quand même de cela, parce que ça, ce n'est pas un bon exemple. Et donc le Sénégal gardera le cap vers l'éradication
totale, définitive de l'excision dans notre pays. Mais pour que cette dynamique-là soit une réussite totale sur le continent africain, il faut que les États frontaliers également se donnent la main. Parce que, imaginons, souvent on sait que c'est la pratique voilà, qui est bien mise, en tout cas pointée du doigt par beaucoup de témoins. Généralement, des familles traversent voilà, la frontière pour aller faire exciser leurs filles, leurs enfants, et puis revenir dans leur pays d'origine. On est à la barbe donc, des forces de sécurité, en tout cas des organisations qui prennent en charge cette question-là. Donc si la Gambie voilà, constitue un point poreux, donc ça va être un peu compliqué pour le Sénégal véritablement de bien lutter contre l'excision. Merci beaucoup, Alioune Badara Kane. Et on va poursuivre avec le quotidien Yor Yor, rapport Cour des comptes 2017-2020, DGPU, le summum de la gabégie financière, des charges personnelles de 640 millions entre 2017 et 1,4 milliard de francs CFA en 2020. Le journal Le Témoin du 13 décembre 2017, l'entreprise chinoise CGCOC, groupe compagnie LTD, écarté au profit du consortium sénégalo-allemand dénommé Ecotra Taubert. Autre quotidien qui titre à sa une justement l'APR qui remobilise ses bases. Ce sera un dossier à lire dans le quotidien L'Info, dans les colonnes 6 et 7 de nos confrères de l'Info. Direct News à présent, le directeur de cabinet out, tension au ministère des Finances, limogeage de Pape Oumar Diallo du poste de directeur de cabinet fait-il suite aux révélations sur ses activités au sein de l'agence en charge de la gestion du patrimoine bâti de l'État? On poursuit avec Réumi, avec justement la photo du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui titre « BDF ratisse large ». On continue avec Besbi, le jour, qui a trois grands titres, hein, notamment le fils d'Idriss Seck arrêté, cité dans une affaire de 13 kilos de cocaïne. Autre titre à retrouver à la une de Besbi, le jour. Délai pour la baisse du coût de vie, pas de mai, ce 15 mai, un jeu de mots, hein, à retrouver justement des dossiers à lire dans les colonnes de Besbi Quotidien. On passe au quotidien spécialisé en sport. Coach Chandara, je vais sans doute vous faire réagir par rapport à cette actualité. Sadio Mané en tête devant Niang, Papis, Bokandé et Demba. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. D'accord? Ah oui. Ok, très bien. Donc voilà, et un autre titre à retrouver à la une du quotidien Le Stade, le nouveau Sadio Mané perdu à cause de la guerre. Alors, cette actualité à Alioune Badara Kane en Ukraine, il s'agit de Samba Diallo. Oui, Samba Diallo, il était promis un bel avenir, mais ce n'est pas encore tard hein, pour lui, au regard de son âge. Je crois qu'il était le capitaine des U20 hein, du Sénégal. Il peut rebondir avec un bon agent. Je pense que le talent, il l'a toujours, il est intact. Mais tout dépendra maintenant de l'entre-gens, voilà, du carnet d'adresse de son agent. Parce qu'on a vu des joueurs au talent vraiment très limité faire une belle carrière parce qu'ils ont su être dans un bon encadrement, bénéficier voilà, des conseils bien avisés d'un agent qui a de l'influence. Le problème également que beaucoup de nos joueurs en Afrique ont, c'est qu'en fait, ils ne savent pas trouver le bon agent pour faire décoller leur talent. On l'a vu. Hein. Par exemple, on peut vous parler de Moussa Sow qui sort d'un exercice extraordinaire, meilleur buteur du championnat français. Il atterrit où? Il atterrit en Turquie. Alors qu'au même moment, les grosses écuries anglaises voulaient l'avoir dans leur effectif. Pendant ce temps, Kevin Gamero, le français, lui, il est tombé où? Je crois à l'Atlético de Madrid. Vous voyez un peu faire le parallèle. Donc vous vous rendez compte que si vous n'avez pas un bon agent, et cela également est valable dans le domaine des industries culturelles et créatives, c'est important, il faut être dans un encadrement extrêmement professionnel, ne négliger aucun détail pour tomber dans une grosse écurie. C'est comme le cas de Nicolas Jackson. Jackson, je crois que vraiment, il est à saluer. Parce que son agent, il a de l'entre-gens, c'est Diomansy Kamara. Tout le monde a été surpris par l'annonce de la signature de Jackson pour Chelsea. Quand on sait qu'il n'avait marqué en Espagne que 14 voire 15 buts, c'est très rare de voir un joueur quitter une équipe donc, de milliers de classements, de tableaux, voilà, en Espagne et intégrer directement donc, Chelsea, qui est aujourd'hui l'une des équipes les plus solides financièrement parlant,
en Angleterre avec un palmarès reluisant. Et donc Nicolas Jackson, s'il se remet en cause, s'il se remet en question pour le prochain championnat, il pourrait être l'un des atouts sûrs de Chelsea, parce que malgré voilà, sa saison en dents de scie quand même, il a pu marquer au moins 17 buts. C'est parce qu'il a donc des conseils. Donc c'est très important pour un sportif, surtout un très jeune sportif, d'avoir un agent qui peut voilà, vous trouver de très bons clubs. Voilà. Tu ne vas pas t'inventer agent? Tu vas pas t'inventer agent? Bon, je suis en train de suivre mon fiston parce que je veux bien sortir du club des Gorgorlou. Et je crois que le meilleur raccourci, c'est d'avoir un fils footballeur. Et donc, je saurai comment, voilà, avec l'aide d'Ibrahim Mboub du desk sport de la RTS, pour lui trouver un bon club. Et de ce fait, voilà, le coach Tandara enfin prendra une retraite bien méritée. Parce que rien qu'avec voilà, la prime de signature, voilà, on va lui faire une petite part. Et il pourrait retourner tranquillement à Gendar et faire de la pêche. Et justement, donc, il faut prier. Alors justement, mauvaise nouvelle hein, pour les supporters marseillais. Ligue 1, course à l'Europe, Marseille perd ses illusions. Bon, on passe à l'essentiel. Hein. Pourquoi ce rappel-là? Parce que je sais que tu es Marseillais dans l'âme. Alors justement, c'était la revue des titres. Mais avant de passer à la rubrique invitée, hier, bon, le BRT a commencé à recevoir ses premiers passagers. Alors vous avez un peu suivi cette actualité, M. Fall? Un tout petit peu, pas vraiment parce que j'étais très occupé donc, par d'autres rendez-vous, beaucoup d'autres rendez-vous donc, dans la journée. Mais j'ai suivi les commentaires donc, des différents passagers qui ont commenté et apprécié vraiment donc, ce nouveau joyau. Très bien. Alors, Alioune Badara Kane, c'est un bus électrique qui vraiment est à la fois écologique. Mais avant que tu puisses intervenir, parce que je sais que tu vas me faire une longue intervention, je vais peut-être passer la parole au coach Tandara. Ah oui, c'est assez salutaire. Le transport, c'est vrai qu'il est vraiment essentiel, hein, surtout en ce qui concerne la croissance économique. Je crois que ça, c'est une très bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut l'engagement de tout le monde. Et donc, tous les usagers. Ce n'est pas seulement les chauffeurs de bus, mais les usagers, mais également ceux-là qui sont chargés de la sécurité. Et surtout, l'entretien. Parce que ça, c'est des bijoux, véritablement, qu'il faut les conserver et très jalousement. Je crois que c'est une très bonne chose, surtout pour notre croissance économique. Effectivement, donc la mise en service du BRT par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres aériens, M. Malik Ndiaye. Alors, c'est vrai que ça va nous aider à désengorger ou éviter les embouteillages de Dakar. Ah oui, alors Dakar est très embouteillé. Mes amis rwandais l'ont remarqué durant leur séjour. C'est vrai que c'est très important pour la mobilité d'un pays d'avoir voilà, ces types d'infrastructures-là. Et puis, je pense que c'est un pas important pour le Sénégal, pour sa mobilité. Puis nous avons le train express maintenant aussi. Donc on espère avoir un métro un jour aussi. Donc voilà. Effectivement. Et donc le BRT Alioune Badara Kane va traverser les zones de la Corniche, Guédiawaye, Fadia, Parcelles Assainies, Grand Yoff, Ancienne Piste, Sacré-Cœur, Boulevard Dial Diop, Obélix, Boulevard Général de Gaulle, Allée Papa Gueye Fall et Plateau. Malheureusement, le BRT ne viendra pas à Tivaouane. Encore une autre pique, mais il n'y a pas de souci. Hein. Pourtant, j'avais fini de brandir le drapeau blanc. Hein. Ouais, vous en êtes témoin. Hein. Je dis ça, je dis rien. Il n'y a pas de souci. En tout cas, Tivaouane Peulh a fini de faire quand même, de battre le macadam pour réclamer au moins une bretelle. Parce que nous ne profitons ni du TER, ni du BRT. Et quand on parle de Tivaouane Peulh, ça polarise toute cette zone-là. Il n'y a pas que Tivaouane Peulh. Vous êtes, hier, je l'avais rappelé ici, vous avez Niag, Ndiakhirat, donc Bambilor, Sangalkam. Hein? Vous avez Kermassar, aujourd'hui, la grande banlieue dakaroise qui ne profite pas aussi du TER parce que l'arrêt du TER, par exemple, se trouve à Kermbaïfal et non à Kermassar. Je pense que là, par rapport donc, au tracé, il y a une erreur qui a été faite selon moi. Bon, je suis un profane, mais je ne fais que donner mon avis de citoyen. Je pense que quand même pour que ce projet puisse davantage impacter donc, voilà, la grande banlieue dakaroise, il faudrait nécessairement qu'il y ait une bretelle, soit
pour le Berthe en direction de Tivaouane-Peulh ou bien Keur-Massar, ou bien le TER, qu'il y ait un embranchement voilà, vers Keur-Massar. Parce que quand vous faites un arrêt à Keur-Massar à des heures de pointe, c'est incroyable, tout ce beau monde-là qui s'y donne rendez-vous. Et pour la plupart, après, voilà, ils continuent leur voyage pour la lointaine banlieue. Hein, donc je crois que ça, quand même, d'ailleurs, le ministre Malick Ndiaye, M. Malick Ndiaye, l'a rappelé hier. Et je me suis dit, ah bon, peut-être certainement, il a suivi bon, le plateau de la matinale, parce que ça a été le plaidoyer quand même de toute l'équipe. Mais c'est bien, vraiment, c'est un grand ouf de soulagement, parce que j'ai vu les échos hier, des témoignages d'amis, en tout cas sur les réseaux sociaux, qui ont dit qu'ils n'ont mis qu'une trentaine de minutes pour allier, par exemple, Guédiawaye. Et nous, de Kékéliba, ce sera un fardeau de moins pour le ramassage de l'équipe. Hein, de certains membres de l'équipe. Maintenant, ils n'auront plus l'excuse de... Voilà, je n'ai pas encore vu le véhicule de ramassage de l'équipe de Kékéliba. Ils prendront juste le Berthe parce qu'on a une station ici. À quelle heure? Non, pour la rentrée. Non, pour rentrer. Parce qu'on se réveille à 3 h du matin. Ouais, j'ai dit, mais pour le retour, par exemple, à leur domicile, au moins, maintenant, je recevrai moins de coups de fil. Hein. Aline Badara, je n'ai pas encore vu Niol, hein, ou bien, je ne sais pas, un autre chauffeur de l'équipe. Mais vraiment, c'est une bonne chose. Et cela démontre que le Sénégal est vraiment de plein pied, en tout cas, entré dans la modernité. Il faut garder ce cap-là. Et d'ailleurs, il y a un autre projet d'envergure qui est annoncé par le ministre. Mais cette fois-ci, il faudrait que ce projet puisse sortir réellement, totalement de la région de Dakar et profiter donc à l'intérieur du pays. Parce que jusqu'à présent, c'est Dakar qui capte l'essentiel des grands projets d'infrastructure. Et pour une meilleure politique d'équité territoriale, il faudrait, par exemple, pourquoi pas, envisager voilà, la poursuite, l'extension de l'autoroute, disons, jusqu'à Ziguinchor, en passant par Tambacounda, l'embranchement donc du réseau ferroviaire de Tambacounda jusqu'à Ziguinchor, et même pourquoi pas Kédougou. Cela, on le fait, mais l'émergence sera assurée un peu partout dans ce pays. Effectivement, et on profite justement pour sensibiliser les automobilistes quant au respect du code de la route, parce que vraiment, les bus roulent vraiment au milieu entre les voitures, faire énormément attention. Également les piétons, traverser sur les passages cloutés. Hein, surtout les serrères là. Les serrères. Ou les halpoulards qui ne connaissent pas trop les feux rouges. On sait, on a une halpoulard qui vient de prendre la défense. Moi, j'ai un petit peur pour nos amis serrères. Hein. Voilà. Je pense que les premières victimes pourraient être bien des serrères. Bon, là, il faudrait vraiment sensibiliser, hein, voilà, qu'ils honorent leur président. Parce qu'on a un président serré à la tête du pays. Au moins, ce qu'il donne le bon exemple. Et ce serait un honneur pour le président de ne pas voir l'un de ses frères, cousins et autres être la première victime du Berthe. Et un challenge. Alors, on va passer tout de suite à la rubrique gymnastique. Avant cela, coach, quel est le sujet du jour? On va parler de l'entraînement. L'entraînement d'une manière générale. Très bien. Vous savez, c'est l'entraînement. Nous sommes des individus, on a des différences. On ne peut pas tous avoir des qualités identiques. Ce n'est pas possible. Alors là, on va penser surtout aux facteurs génétiques. On va penser à un autre facteur. Il s'agit de la croissance, mais aussi de la condition physique de l'individu, sa taille, son poids, en pensant à l'IMC aussi, puisque ça, c'est important. Très bien, et on va en parler tout de suite, juste après le jingle. On se retrouve tout de suite après. Donc, on va passer au sujet du jour avec vous, coach. Donc, l'entraînement, comment est-ce que vous pouvez le définir? Alors, par définition, moi je dis que l'entraînement, c'est vraiment un facteur de contrainte pour la compétition. Il s'agit donc de doper un peu l'organisme, évidemment doper dans le bon sens, pas de l'autre côté. Donc, il s'agit de doper l'organisme. Mais dans tous les cas, l'entraînement s'adresse à qui s'adresse en tout cas à ceux-là qui veulent s'entraîner. Je veux parler de qui? Ceux-là qui sont très bien portants, puisque le plus souvent, même si ça nécessite une visite médicale préalable, eh bien, il faut la faire. Mais pour dire que aussi l'entraînement, c'est pas seulement les porteurs de pathologies, on ne peut pas justement les écarter, ce n'est pas possible. Alors que cela dit, que ce soit les diabétiques, diabète de type 1, de type 2, d'autres affections médicales, par exemple les asthmatiques, vous avez aussi les porteurs de maladies cardiovasculaires, mais tout cela peut pratiquer le sport. Seulement, il faudra en tout cas avoir de très bons conseillers et puis y aller de la manière la plus progressive.
et donc ça dit la plus méthodique. Il faut avoir une certaine méthodologie dans l'entraînement pour éviter justement ces petits problèmes. Alors moi j'ai dit, si je prends l'exemple de l'entraînement par la course par exemple, et c'est encore beaucoup plus simple, parce que si vous faites l'entraînement par la course, vous avez au départ, je choisis, je pouvais choisir l'haltérophilie, l'athlétisme ou autre, mais je choisis la course parce que c'est encore beaucoup plus simple. En ce qui concerne la course, par exemple, vous avez à faire au départ ce qu'on appelle la PPG, préparation physique généralisée, avant de passer à la préparation avec un entraînement continu, mais auparavant, il y a ce qu'on appelle l'entraînement d'adaptation. Ceci, c'est pour éviter les accidents sportifs. Entraînement d'adaptation, vous venez à l'entraînement par alternance d'allure. Ça s'adresse déjà à ceux-là qui sont un peu aguerris. Et puis, au fil du temps, passer maintenant à une vitesse supérieure, ce qu'on appelle l'entraînement fractionné. Alors l'entraînement fractionné, ça s'adresse aux sportifs vraiment de haut niveau qui sont au top. Alors ce sont les tops qui font justement l'entraînement fractionné. Pour tout ceci, pour éviter les accidents sportifs. C'est pour dire simplement qu'il y a une méthodologie, il y a au niveau de l'entraînement les principes, mais également les procédés à ne pas confondre. Très bien. Et coach Tandakha, l'entraînement a ses principes et ses procédés. Donc, est-ce que vous pouvez revenir sur tous ces aspects importants de l'entraînement? Ah oui, c'est une question très, très importante, puisque simplement, le but, l'objectif, c'est d'éviter surtout ces accidents sportifs. Puisque cela peut arriver même aux professionnels. Cela, bon, c'est vrai que les sportifs du dimanche, ou peut-être... Non, lui, c'est pas sportif du dimanche, hein, on connaît. On connaît quand même, hein, ça vraiment... on connaît, on a... Merci, coach. Là, il n'y a aucun problème, mais je ne jette pas de fleurs, mais je sais que c'est pas un sportif. Il est loin d'être un sportif du dimanche. Merci. Alors, pour ce qui concerne les procédés d'entraînement, alors, les procédés d'entraînement, c'est vrai qu'il va falloir connaître surtout les filières aérobiques. Alors, vous savez, les filières aérobiques, les filières anaérobiques et les filières aérobiques, il va falloir en tout cas se fier à un conseiller, un entraîneur, celui-là qui pourra vous dire faites ça, ne faites pas ça, etc. Je crois que ça, c'est une très bonne chose aujourd'hui, puisque l'entraînement aujourd'hui est devenu une science. C'est devenu une science dans la mesure où j'ai l'habitude de dire que le football, par exemple, le sport le plus populaire, n'est pas une science. Ce n'est pas une science exacte. Parce qu'on ne peut pas faire le dessin précis du football. Mais par rapport à l'entraînement, on peut faire le dessin précis de l'entraînement. Puisque l'entraînement doit répondre à certains principes. Et ces principes, en tout cas, si peut-être vous dérobez de ces principes, mais vous pouvez trouver un échec. Hein, ceci va poser problème, puisque simplement vous n'avez pas respecté les règles du jeu. Très bien. Vous vous entraînez éventuellement le dimanche? J'essaie. J'aimerais plus m'entraîner en tout cas. C'est vrai que Dakar, c'est une ville qui ne s'arrête pas, qui ne dort pas. Mais bon, en même temps, on bouge toute la journée, donc ça va quand même. J'ai mes steps. Alors, coach, bouger toute la journée, c'est... Est-ce que ça bouger en voiture ou bien à pied? Ça, c'est une très bonne question. C'est ça, la nuance. Ça, c'est une bonne précision. Bouger comment? Par quel procédé? On a dit bouger à l'une, Badara. Alors, monsieur Fall, vous faites un peu de sport, d'entraînement? Un tout petit peu, c'est pareil. Hein. Donc, moi, plus les déplacements, en dehors des déplacements dans Dakar, c'est des déplacements plus au niveau international. Chaque fois qu'on essaie de garder un rythme, et après un déplacement vient perturber un peu. Certainement, le coach va me dire que ce n'est pas une excuse. Il faudrait partir avec la tenue pour pouvoir faire, mais j'essaie de faire. Je fais partie de la catégorie des sportifs du dimanche. La catégorie du Badara. Au moins, ça, c'est honnête de votre part, contrairement à certains situés sur ma droite. Alors, coach, vous parliez tout à l'heure de l'entraînement qui est une science. Alors, aujourd'hui, est-ce que cette science a des nouvelles technologies ou encore des nouvelles méthodes? Ah oui, c'est pourquoi on dit qu'aujourd'hui, un entraîneur qui ne maîtrise pas tant soit peu les nouvelles méthodes, les sciences de l'entraînement,
Mais là, il ne peut pas faire un bon entraîneur. Il peut faire des résultats parce qu'il a des athlètes, des sportifs de haut niveau. Et donc, même si c'est des gens qui sont venus avec qui sont doués, grosso modo, des gens qui sont doués. Mais si vous ne maîtrisez pas les notions scientifiques de l'entraînement, mais vous ne pouvez pas faire un bon entraîneur. Puisque l'entraînement aujourd'hui, c'est quoi? C'est habituer l'organisme, le corps, grosso modo, tout l'organisme à des efforts intenses, des efforts plus ou moins répétés, afin d'acquérir à un moment donné la meilleure forme à laquelle le sportif, l'individu puisse atteindre. Donc il s'agit de faire cela avec beaucoup de méthodes. Il faut vraiment être assez méthodique, parce que sinon, vous passez à côté. Ceci pose problème. Voilà pourquoi j'ai dit que l'entraînement est devenu un laboratoire. C'est devenu aujourd'hui beaucoup plus scientifique. Il y a certains facteurs, donc il faut les étudier, puisque aujourd'hui, c'est vrai que quand vous prenez l'ABC de certaines disciplines, dites des disciplines mineures, quelle que soit la discipline, mais cette discipline a aussi son importance dans le domaine de l'entraînement. Alors l'entraînement, il ne faudrait pas faire n'importe quoi. Il faudrait donc passer. Il y a des passerelles. Il y a des passerelles. Alors tout à l'heure, je parlais de ces principes, je parlais également de ces procédés. Mais si vous ne le faites pas, vous aurez des problèmes, puisque simplement aujourd'hui, on va l'entraînement avec la physiologie, la biologie, vous venez même jusqu'à la sophrologie. Je crois qu'aujourd'hui, on va jusqu'à la sophro. Je crois que c'est une très bonne chose, la préparation mentale des athlètes de haut niveau. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, un peu partout, vous entendez parler d'un coaching, le coaching mental. D'accord. Vous avez parlé de sophrologie. De quoi s'agit-il? Oui, la sophrologie, comme qui dirait, c'est une préparation de très, très haut niveau. D'abord, pour être un bon sophrologue, d'abord, il faut avoir surtout ces connaissances. Disons simplement, vous avez aussi ce qu'on appelle, dans le domaine de l'entraînement, quelque chose qu'il faut... C'est des études assez approfondies. Des études assez approfondies dans le domaine des sciences humaines. Alors, si vous avez ce domaine des sciences humaines assez approfondi, mais aussi vous pouvez même, en prenant un athlète dans la préparation mentale, vous pouvez même faire dormir cet athlète, séance tenante. Alors ça, c'est les magies de la sophrologie. Je ne veux pas rentrer dans certains détails, ça va être trop hyper technique, mais sachez que la sophrologie, c'est la préparation mentale des athlètes de très haut niveau, mais aussi c'est la préparation psychopédagogique. Voyez. Alors justement, en parlant de préparation mentale pour les sportifs du dimanche, ils peinent vraiment à aller au sport. Est-ce qu'il y a des conseils ou des petits exercices qu'ils peuvent faire à la maison pour commencer justement certains entraînements? Ah oui, mais les sportifs du dimanche commencent d'abord par la maison. Alors je disais tout à l'heure que quel que soit le type de sportif, puisque les sportifs, le plus souvent, même ceux du haut niveau, c'est les malades les plus potentiels parce qu'ils ne passent jamais la visite. Ils disent, bon, écoutez, moi, je suis très fort, j'ai un bon design corporel, etc. Mais ceci pose problème. Maintenant, il va falloir, à la maison, se préparer de la manière la plus progressive. Je disais tout à l'heure que d'abord, l'adaptation. Il faut donc s'adapter. Il faut préparer le cœur à la tension à laquelle il est soumis pendant les grands exercices. Alors, si vous ne préparez pas ce cœur-là à ces efforts, mais vous pouvez avoir des problèmes, les accidents sportifs peuvent venir. Donc, c'est pourquoi l'entraînement, il est progressif. Il est essentiellement évolutif. C'est donc un ensemble de recettes qui est tiré de l'expérience pratique des entraîneurs, l'expérimentation faite sur différents individus, la confrontation aussi souvent de méthodes étrangères. Alors c'est donc un ensemble de recettes que sont, surtout je parlais des sciences biologiques, les sciences humaines, jusqu'à arriver à la sophro. Très bien, merci beaucoup pour tous ces conseils, coach. On va appliquer à l'alerte, n'est-ce pas, Lune? Bon, ça j'en doute, hein, mais bon.
Comme je n'ai pas de caméra pointée sur votre domicile du côté de Point E, je ne pourrais pas être le témoin. Donc, je ne répondrai pas à la provocation. On passe à la rubrique avec toi, Luc Badarakan. Ben, avec plaisir. Hein. Juste après le jingle. Et ce matin, nous recevons en plateau Madame Sophie Zinga-Sy, experte en industrie culturelle et créative. Alors, elle est venue nous parler d'un projet, c'est ça, Luc? Voilà, sincèrement, j'ai résumé son CV hein, parce qu'il y avait beaucoup à dire. C'est vrai. Mais cela nous aurait pris encore beaucoup de minutes, machallah. Mais en tout cas, sachez que c'est une grande dame, en tout cas, dont la qualité, en tout cas, l'expertise est reconnue dans le secteur voilà, si exigeant des industries culturelles et créatives. Madame Sophie Zinga-Sy, experte donc en industrie culturelle et créative, mais surtout fondatrice du Dakar Design Hub, ou bien de Dakar Design Hub, c'est son nom. C'est un grand centre en tout cas dédié à tout ce qui tourne autour des industries culturelles et créatives. Mais elle est surtout là pour nous parler de la visite de cette délégation rwandaise ici en terre sénégalaise pour un peu, voilà, disons, s'appuyer sur le modèle sénégalais, gagner en expérience. Et elle a été l'une des facilitatrices, hein, on peut le dire, donc de cette initiative-là. Alors pourquoi le Rwanda, nos amis rwandais, ont choisi le Sénégal pour voilà, développer leur industrie culturelle et créative? Qu'est-ce qui fait l'atout? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui donc voilà, la renommée du Sénégal dans ce secteur? Voilà, donc merci pour cette introduction-là. Donc, comme je l'avais dit tantôt, Sénégal a vraiment regorge de potentialité dans ce secteur-là. On est un pays de mode, on aime s'habiller. Dans chaque coin de rue, vous allez voir un tailleur ou une boutique voilà, de mode. Donc, naturellement, le Sénégal, en tout cas en Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest, c'est vraiment positionné en tant que leader dans le secteur de la mode, plus particulièrement. Donc, ce voyage d'études rentre voilà, dans le cadre voilà, d'un voyage parce que les Rwandais, justement, veulent apprendre du modèle sénégalais dans le secteur de la mode spécifiquement et aussi dans le secteur du textile. Donc, aujourd'hui, ils sont venus en immersion, on va dire. Donc, je suis chargée de diligenter cette mission-là, je vais dire, pour leur faire découvrir voilà, les beautés, la beauté du Sénégal, leur faire comprendre tout l'écosystème, en tout cas, de Dakar, de Thiès. Là, hier, nous étions partis visiter la chambre des métiers de Thiès. Nous sommes partis voir voilà, les tapisseries de Thiès aussi, qui sont vraiment, c'est un bijou national. Donc, voilà. Et puis, nous sommes allés voir aussi pas mal de designers, de créatifs dans le secteur qui font de très belles choses. Et donc, à vrai dire, ils sont vraiment, vraiment heureux de pouvoir découvrir tout cela. Et l'idée, c'est vraiment d'apprendre des success stories sénégalais et de pouvoir voilà, trouver des collaborations, des synergies pour pouvoir collaborer. Nous savons que les créateurs sénégalais s'exportent, que ce soit à Abidjan et maintenant, pourquoi pas à Kigali. Voilà. En tout cas, vous nous honorez beaucoup en parlant du modèle sénégalais, sans aucune prétention. Donc, on a de quoi se bomber le torse, hein, on peut le dire. Hein. Tout à fait. Mais alors, cela, on le doit à quelle politique, ce modèle sénégalais-là, cette présence dynamique du Sénégal sur la scène des industries culturelles et créatives? On le doit à quoi? Alors, on le sait, le président Senghor voilà, a beaucoup fait, a beaucoup œuvré pour la culture. Et ça, c'est un legs que nous bénéficions aujourd'hui. Et il y a eu pas mal de différents programmes structurants dans le cinéma, dans la danse. Donc, vraiment, nous avons des champions qui sont reconnus au niveau national, international au Sénégal. Donc, je pense que ça, ce soft power-là, c'est quelque chose que le Sénégal doit prendre et encore le packager, encore le brander, c'est ce que les Rwandais font très bien. Ils savent très bien brander. Vous avez vu récemment avec le bal, avec le Visit Rwanda. Donc, vous voyez, donc c'est aujourd'hui, je pense que nous, ça, c'est quelque chose que nous pouvons apprendre du Rwanda. Mais je pense qu'aujourd'hui, Sénégal, il faut qu'on package ça. Il faut qu'on puisse le vendre, pas juste au Rwanda, mais aussi dans toute l'Afrique, au niveau international. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut juste, comme je disais tantôt, et c'est pour ça que le Dakar Design Hub existe, l'idée, c'est vraiment
vraiment de former dans la qualité les artisans, pas juste à Dakar, mais aussi dans les régions, comme vous l'avez dit tantôt. C'est très important pour qu'on puisse sortir en fait des chantiers battus, parce que tout se concentre à Dakar. On sait que dans le sud du Sénégal, voilà, dans la Casamance, c'est magnifique, beaucoup de choses tellement de fibres naturelles qui y sont. Comment est-ce qu'on peut développer notre secteur textile? On sait que le coton sénégalais, c'est l'un des meilleurs cotons de la sous-région, de l'Afrique. Après le coton égyptien, on est top 3. Donc, comment est-ce qu'on peut transformer notre matière première? Nous savons qu'on a de l'or, nous savons qu'on a voilà, du cuir. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'industrialisation pour que, voilà, quand on va exporter ce savoir-faire-là, on est aussi très fort au niveau national. Voilà. Très bien, j'avais une question par rapport justement à cet échange. Est-ce que finalement il est win-win? Est-ce qu'à contrario, les Sénégalais iraient peut-être au Rwanda pour apprendre aussi un certain savoir-faire, pour vraiment faire bénéficier les deux pays? Absolument. Donc ça, c'est l'idée, c'est vraiment, en tout cas, l'esprit en fait de cette collaboration-là, win-win. C'est une collaboration saine, transparente. L'idée, c'est vraiment de pouvoir aussi que les acteurs en fait de la culture au Sénégal puissent bénéficier en fait aussi de cette fougue rwandaise. Aujourd'hui, il y a une jeunesse et puis voilà. Tout autour du Rwanda, et je pense que ça, c'est à travers le président Paul Kagame, que je salue, qui était de passage au Sénégal. Et aussi, je suis très contente que le président Bassirou Diomaye Faye ait mis, en tout cas, l'artisanat au cœur de ses priorités, et il en a parlé hier au niveau des conseils des ministres. Donc, je pense que le monde de la culture est très fier de ça, et content, et en tout cas, on attend des actions concrètes de l'État, et vraiment de pouvoir mettre, en tout cas, les acteurs au cœur de ces politiques, en fait, pour qu'on puisse vraiment développer ce secteur-là et que vraiment, voilà, que les acteurs, quand ils vont au Rwanda, qu'ils puissent avoir des facilités en termes de financement et puis que vraiment que ce soit un business win-win. Voilà, donc c'est ça l'idée. Voilà. En tout cas, le Rwanda apprend très vite. Hein, et j'espère qu'ils ne vont pas dépasser le maître. Hein. Ah bah j'espère. Cela nous est arrivé, par exemple, dans le domaine du basket. Hein, où dans les années 80, c'était des délégations angolaises qui se donnaient rendez-vous ici à Dakar. Et aujourd'hui, voilà, on est loin derrière. Alors à ce niveau également, que devrait-on faire pour préserver aussi ce prestige, cette image de marque en termes de politique institutionnelle? Est-ce que ce que vous voyez vous rassure? Alors, il faut préserver les acquis. Aujourd'hui, comme je lui avais dit, on a par exemple, je dis, le tissage. Donc, je porte aujourd'hui du coton sénégalais totalement transformé, teint, tissé et fait dans nos ateliers. Donc aujourd'hui, comment est-ce que nous pouvons transformer en fait cet or-là que nous avons, qui est nos ressources naturelles. Donc aujourd'hui, je pense que dans les questions de ce secteur-là, il faut réellement qu'on trouve un changement structurel. Il faut vraiment repenser, redynamiser et aussi packager et brander tout cela. Surtout ça, le et organiser aussi le secteur. Parce que vraiment, nous avons une pléthora d'associations, de fédérations. Comment est-ce que nous pouvons nous organiser? Les ICC, c'est vraiment l'économie créative, elle est très large. Mais je peux dire que le secteur, tous les secteurs s'entremêlent en tout cas. Et c'est quelque chose... Il n'y a pas de chaîne de valeur finalement. Il n'y a pas de chaîne de valeur. Il n'y a pas de chaîne de valeur, mais il faut se dire qu'en fait, il faut développer chaque chaîne de valeur. Par exemple, je prends l'industrie du coton. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire sur le secteur du coton? On sait que c'est notre low-hanging fruit, c'est quelque chose que nous exportons, le coton brut, mais comment le transformer ici au Sénégal? Et comment organiser les associations, les fédérations pour en bénéficier, pour que voilà, qu'on ne se dise pas que la Sodefitex exporte seulement le coton, mais qu'aujourd'hui nous avons des artisans qui sont organisés et qu'on puisse maintenir ce savoir-faire-là, parce que les Rwandais ils sont justement venus ici pour comprendre ce que nous faisons et puis qu'on puisse les former aussi, ça il faut le dire, mais aussi aujourd'hui c'est vrai que nous avons vraiment besoin de mutualiser en fait ces acquis-là que nous avons. Ça, on le dit souvent sur ce plateau parce que tout au long de la semaine, généralement, on reçoit des acteurs qui sont dans le secteur des industries culturelles et créatives. Et comme vous dites, chacun vient avec son projet finalement. Voilà, vous marchez dessus. Et ce serait bien véritablement qu'il y ait un consensus et que chacun puisse faire quelque chose et qu'au final, tout le monde puisse en bénéficier, mais dans un cadre vraiment bien structuré, bien réfléchi. Et c'est vraiment important ce que vous venez de dire.
Anta? Alors aujourd'hui, on voit vraiment beaucoup de designers qui représentent le Sénégal dignement à l'international. Très récemment, je pense qu'il y a une foire qui s'est organisée sur Paris où vraiment les Sénégalais ont eu à exposer de très beaux, on va dire, produits made in Sénégal et beaucoup prisés à l'international. Aujourd'hui, quel est votre ressenti par rapport à tout cela? Je sais qu'il y a des ténors qui ont balisé un peu, on va dire, le terrain, Collé Sowardo, la reine du pain tissé, Oumoussi, la première costumière du Sénégal. Aujourd'hui, pensez-vous pas qu'il y a une prise de conscience du savoir-faire africain, plus particulièrement sénégalais? Tout à fait, comme vous l'avez dit, les Sénégalais, les designers sénégalais sont très prisés au niveau international maintenant. Je pense que depuis une décennie, on voit qu'il y a une modernisation en fait de ce secteur-là. Et c'est vrai que voilà, nous avons quand même de très beaux produits que nous vendons. Et je pense qu'aujourd'hui, le défi vraiment, c'est de pouvoir créer de la richesse, créer de la valeur ajoutée. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de créer des entrepreneurs forts qui sont des milliardaires dans ce secteur-là et que les fonds d'investissement puissent investir sur ces marques-là. Parce que si la France l'a fait, que voilà, on a des Gucci, des Prada, l'Europe en tout cas, et qu'aux États-Unis ils ont des Calvin Klein, etc. Je pense que l'Afrique c'est le moment de pouvoir créer des marques très fortes, à fort potentiel, et puis qu'on puisse vraiment développer ce secteur-là et créer de la richesse. Et même si Aline Badara Kane n'achètera pas un made in Sénégal cher, parce qu'il n'arrive pas à comprendre. Je voudrais bien, mais ça coûte cher souvent. Mais quand on achète du Louis Vuitton, c'est le sens de ma question là. Oui, voilà. Mais c'est ça, en fait, quand on achète des grandes marques à l'extérieur, c'est comme si, en fait, je sais pas, on achetait quelque chose d'extraordinaire, alors que ici, c'est produit au Sénégal, avec beaucoup plus, on va dire, de détails, avec beaucoup plus, je sais pas, travaillé, c'est-à-dire qu'on sent ce savoir-faire sénégalais-là. Et ça vaut le coup, parce qu'il est un peu avare sur les bords. Hein. Il ne valorise pas que ce soit les artistes ou les designers sénégalais. Ouais, donc c'est elle qui vient de déterrer la hache de guerre. Hein. Donc j'ai tout fait pour esquiver voilà, ses coups et tout. Mais bon, là, c'est parti. Hein. Là, il me pousse juste dans mes derniers retranchements. Mais bon, grave, comme on va dire. Comme on dit au Sénégal, c'est pas grave. Alors, mais c'était vraiment le sens de ma question. Parce qu'on veut bien s'habiller made in Sénégal, made in Africa. Mais des fois, il faut le dire, surtout quand ce qui est fait main, ça coûte cher. On a comme l'impression que vous, les designers, vous les créateurs, en fait, vous ne vous souciez pas de la clientèle locale. Vous êtes beaucoup plus focus sur l'international. Même les défilés, quand on voit souvent un peu comment le public est composé, peut-être il y a quelques privilégiés sénégalais, mais le reste, c'est vraiment ceux qui viennent des grandes chancelleries et tout. Je crois aussi il faudrait que vous revoyiez votre modèle économique pour que vos créations puissent profiter au grand nombre. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je suis d'accord en partie, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, les créateurs, en fait, la matière première, elle est importée. Elle ne vient pas d'ici. Le fil, même l'aiguille, elle est importée. Donc aujourd'hui, si nous avions des industries qui sont créées localement et que voilà, la matière première, elle est abordable, le prix de revient, il coûterait moins cher, ça on est d'accord. L'autre chose, c'est que c'est vrai que pas mal de designers sont positionnés peut-être dans du haut de gamme et du luxe, et c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Et ça, c'est parce que nous n'avons pas encore d'industrie de fabrication. Aujourd'hui, quand vous voyez des pays comme l'Inde, la Chine, etc., il y a de grandes usines qui créent pour des marques. Et donc ça, on n'a pas encore. On a une usine ici à Diamniadio, chinoise, mais qui exporte à 95% leurs produits. Donc je pense que c'est vrai, on peut pointer du doigt certains, mais je pense qu'il faut aller plus loin, il faut pousser la réflexion. Donc il faut réellement créer ces industries-là pour aider nos créateurs à voilà, diversifier en tout cas l'offre, parce que la demande, elle est réellement forte. Aujourd'hui, imaginez que tous les Sénégalais portaient du Made in Sénégal, que ce soit le t-shirt, le short, le sportswear, enfin, tout le monde a un t-shirt dans son armoire. Imaginons que ça soit tout fait ici. Donc c'est un fort potentiel et c'est vraiment une potentialité énorme pour l'économie du Sénégal, en tout cas. En tout cas, on voudrait bien s'habiller sénégalais, hein, mais souvent, quand on voit les prix pratiqués et qu'on regarde l'état de notre portefeuille, on préfère faire un détour du côté de Colobane. Donc, vous comprenez ma réflexion. Et je vais en parler, je vais dire que alors, le président Kagame a pris une mesure forte. Il a tout simplement interdit la friperie dans son pays. Faut pas conseiller ça au président sénégalais. Non, mais je veux juste dire que, en fait, ça, c'était
pour propulser, en fait. Oui. Et en fait, ce que ça a fait, c'est que ça a créé des usines. Alors aujourd'hui, il y a des usines au Rwanda qui se sont créées dues à ça. Et donc, voilà. Donc, mais c'est vrai qu'il faut de la mesure, mais il faut le faire d'une façon graduelle, etc. Et le temps que nous avions des industries, vu que voilà, il y a toutes ces promesses-là en place. Mais en tout cas, c'est juste pour vous dire que vraiment, il faut qu'on s'appuie sur notre savoir-faire, il faut qu'on s'appuie sur notre main-d'œuvre. Aujourd'hui, on a besoin de créer de l'emploi en masse et on peut le créer avec l'économie créative sénégalaise. Très bien. Et par rapport à, voilà, c'est ça, sur la digitalisation également. C'est ce que j'allais dire. C'est un peu le sens. Parce que c'est vraiment grâce au digital. Je vais parler de l'IA tout à l'heure, il faudra qu'on parle de ça. Grâce à justement la digitalisation, les réseaux sociaux, nos designers peuvent tout simplement vendre à l'international et surtout se faire connaître grâce à leurs produits. Complètement, effectivement, l'informatique, la digitalisation est là effectivement pour apporter une pulsion à tout cela. Mais tout ce qu'elle dit, Sophie, fait énormément écho à ce que nous, dans notre métier, ce que nous faisons. Hein, quand elle parle effectivement de protection, donc effectivement du savoir-faire, de pouvoir l'importer, de pouvoir la développer, de formation de qualité donc pour les créateurs, et l'encadrement. Donc tout cela, ça fait vraiment écho donc, dans le domaine aussi de la cybersécurité et dans le domaine aussi de l'IT de façon globale. C'est des besoins que l'on a également, donc pour paraphraser un peu donc, ce qu'elle dit. Très bien, Aline Benaraken. Donc on attendra la deuxième partie pour revenir sur le reste du programme, donc du séjour, hein, le restant du programme, donc ce qu'il y a lié à... La procède au parcours du client à travers l'achat du titre de voyage avant l'embarquement à bord. 150 passagers au maximum. La qualité et l'efficacité ont été au rendez-vous, ce qui satisfait notre client particulier. Nous saluons en tout cas les maîtres d'ouvrage et nous les félicitons, à savoir CETUD et Ageroute, mais aussi Dakar Mobility pour l'excellent travail qu'ils sont en train d'effectuer. Nous félicitons, nous remercions tout le monde et au nom du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nous demandons aux Sénégalais de s'approprier du projet, comme on dit sous nos BRT, donc nous ñëpp ñoo ko bokk. Au cours du trajet, le ministre a pu se rendre compte de tous les aspects pris en charge dans le projet BRT. C'est un projet aussi qui est écolo, je peux dire, parce que c'est des bus électriques. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, la transition écologique est en tout cas un enjeu de taille. L'autre chose, c'est que c'est un projet qui peut en tout cas permettre à la banlieue de respirer. Mais surtout, il ne s'agit pas de quitter la banlieue pour aller en ville. Mais il s'agit de développer des projets tout autour. Au-delà de tous ces aspects techniques, le ministre s'est réjoui de la forte présence des femmes à des postes stratégiques au sein des équipes du BRT. J'ai été extrêmement séduit par la composition de leur équipe, 40% quand même de femmes, surtout des responsables femmes, chefs d'équipe, chefs de car, entre autres. C'est là, ils ont en tout cas montré le chemin. Il faut aller vers le woman empowering, comme on le dit. Et ça, c'est une bonne chose. L'aisance à bord du bus le projette déjà sur un nouveau programme qui viendra accompagner les efforts du gouvernement dans la mobilité urbaine. Il y aura au moins un autre projet avec 14 lignes, plus de 1000 bus, et ça, c'est important. Mais comme nous avions l'habitude de le dire, et c'est dans notre programme, ça, c'est pour atténuer un peu, en tout cas, la souffrance des Dakarois, parce qu'il s'agit quand même d'une ville à grande agglomération, avec 7 millions de passagers qui vont peut-être se démultiplier par deux d'ici 2035. Si on n'y prenne pas garde, ça risque d'être très compliqué. Aux Dakarois à qui le BRT profite, l'autorité leur lance un appel afin qu'ils s'approprient le moyen de transport. Là, on a chaque 6 minutes un bus, on va aller peut-être jusqu'à chaque 3 minutes, chaque 2 minutes, ça c'est extrêmement important. Je voudrais insister sur le volet QHSE. Ça doit être la nouvelle culture, le nouveau mindset, le nouvel état d'esprit des Sénégalais. Dans chaque chose ou dans chaque action qu'un Sénégalais doit poser, un patriote, un citoyen, il doit penser à la qualité, à la santé, à la sécurité et à l'environnement. Et comme s'ils en étaient conscients, les premiers usagers apprécient. Ça nous aide à diminuer les embouteillages sur les routes.
En plus, le bus est très moderne, c'est très joli. En plus, le trajet est rapide. Ça nous permet d'empêcher les retards quand on va à l'école. Oui, avec impatience. Oui. J'étais très pressé, raison pour laquelle bon, je l'ai pris. Mais vraiment, j'étais très content quand même. Alhamdulillah. Oui, seulement j'ai vérifié, comment dirais-je, le Wi-Fi, mais ça ne marche pas encore. Et on nous avait dit qu'il y avait un Wi-Fi. On nous a dit aussi que les tarifs doivent être revus pour certaines gens. Je ne sais pas pour qui. Mais maintenant, on voudrait quand même quelques informations pour ça. Par rapport au prix, bon, c'est un peu cher pour les gourgourlous. Mais bon, on est obligé quoi. L'essentiel, c'est de gagner le plus rapidement de temps. Cette mise en service est progressive avec, pour le moment, 14 stations fonctionnelles. Les 8 restantes devront être livrées d'ici à fin juin prochain. Campement de chasse de CFA ici à Sédhiou. Les agents des eaux et forêts veillent au grain. La déforestation, le trafic illicite de bois, les feux de brousse et l'occupation illégale des forêts classées, ils constituent des défis majeurs. Les acteurs ont pu bénéficier beaucoup d'échanges et de rencontres B2B. Les objectifs qui étaient visés depuis le départ ont été largement atteints et que nous pouvons dire que le COSEC est un outil au service de l'État du Sénégal et au service du secteur privé en termes d'accompagnement et de facilitation pour pouvoir aider davantage à booster l'économie. L'édition 2024 du MacFruit a permis à ses exposants de faire la promotion des produits horticoles sénégalais. Il est attendu de ces 3 jours de rencontre une augmentation du volume d'exportation de nos produits. De retour en plateau, c'était le bulletin d'information proposé par la rédaction de la RTS. Aline Belarakan, on va passer à la seconde partie de la rubrique invité. Malheureusement, notre première invitée nous a quittés. Elle avait une petite urgence. Elle a dû s'en aller. Alors, Aline, on poursuit avec la cybersécurité. La cybersécurité, la cyberdéfense, hein, ça c'est un autre niveau. Hein. C'est un secteur que tu aimes bien, que tu maîtrises? Non, que je ne maîtrise pas, mais que je regarde. Comment on appelle ça? Qui m'intéresse. Voilà, un secteur qui m'intéresse est tout à fait normal parce qu'il est question de notre sécurité globale. Parce que tout État aujourd'hui qui néglige ce secteur-là est vraiment vulnérable et n'est pas à l'abri d'attaques. Hein, on l'a vu. Si les grandes puissances n'ont pas été épargnées, hein, qu'en est-il de nos petits pays? Mais il y a toujours moyen quand même de se montrer résilient et de se parer à d'éventuelles attaques. Et c'est le cas du Sénégal. Je crois qu'il y a quelques quand même actions notables à souligner, comme le fait de pouvoir doter notre pays d'un grand data center, celui-là de Diamniadio. On reviendra d'ailleurs sur ce data center-là et sur son utilisation. Il serait sous-utilisé. Quel est l'avis de l'expert que vous êtes? Mais d'abord, pour parler de cela, évidemment, je pense qu'on a l'homme qu'il faut pour en parler. Un homme dont vraiment la parole dans ce secteur fait foi. Malik Fall, depuis plus d'une vingtaine d'années, on va le dire, il est dans le secteur de la cybersécurité. Il y a fait pratiquement toute sa carrière. Il a commencé cette carrière-là, en tant que IT manager chez Enfoct Afrique pour piloter une équipe ayant la charge de concevoir des produits de cybersécurité, firewall, hein? Firewall, voilà. Proxy, reverse proxy, serveur de partage universitaire, et à partir donc de solutions open source. Donc ça, c'est vraiment un tout petit résumé, hein, parce que le CV, bon, je ne peux pas le lister sur ce plateau. Alors, Monsieur Fall, aujourd'hui, que vous inspire la politique du Sénégal dans le domaine de la cyberdéfense et de la cybersécurité en tant que fils du Sénégal, citoyen sénégalais, même si vous êtes établi à l'étranger, êtes-vous rassuré par les garde-fous érigés par notre pays? Très bien. Merci beaucoup. Merci encore une fois donc, pour cette opportunité d'échanger. Je vais préciser juste que je suis établi à l'étranger, mais je suis très régulièrement fourré au Sénégal. D'autant plus que j'ai une entreprise ici. L'essentiel de mes équipes sont là. Donc 80% de mes équipes sont à Dakar. Et puis nous travaillons énormément donc, au niveau sous-régional.
Oui, donc je suis assez régulièrement là, donc, et en attendant donc, le grand retour définitif. Rassuré par rapport donc, à la stratégie, effectivement, il y a des actes forts qui ont été posés par les différents gouvernements qui se sont succédés. Donc, effectivement, avec donc, la mise en place d'une structure en charge de gérer la cybersécurité, qui est logée à la présidence, la DCSSI, donc qui pose des actes assez forts et assez intéressants. On a eu effectivement le data center qu'on a voulu effectivement présenter comme l'élément fondateur d'une souveraineté numérique. Donc c'est quand même surgonfler donc l'intérêt de ce data center qui était quand même un acte important. Qui permettrait donc, qui devrait permettre effectivement de pouvoir garder, gérer les données donc au niveau local. Mais la souveraineté numérique est quelque chose de beaucoup plus important, beaucoup plus vaste. C'est un vaste débat, donc on en est très très loin. Aujourd'hui, même les grandes puissances dont on parle, sur lesquelles on prend référence, ils sont très loin même de la souveraineté numérique. Je veux parler, par exemple, de la France. Jusqu'à maintenant, l'Europe est en train de parler de cloud numérique. C'est juste un petit pan donc, de la souveraineté numérique. Et jusqu'à maintenant, ils ne sont pas arrivés à cela. Donc, si l'Europe n'a pas vraiment ça, si la France n'a pas vraiment ça, avec un budget sur la partie cybersécurité qui avoisine le budget global du Sénégal, nous, on en est très loin. Il faut qu'on mette chaque chose à sa place, quoi. Voilà. Ah, wow. Donc là, c'est un tableau qui fait peur. Hein? Effectivement. Nous, on pensait qu'on était un peu mieux lotis que beaucoup de pays africains avec le fameux data center de Diamniadio. Donc, c'est une réputation qui serait surfaite. Il y a encore beaucoup de... Il y a un peu de ça, mais il ne faut pas cracher sur les bonnes choses. Hein. Ça veut dire que le fait qu'on ait quand même des data centers, il y a le data center donc, effectivement étatique qui a été mis en place donc, en collaboration avec la CNUM, qu'il faut saluer. Hein. C'est un acte important. Mais... Il y en a d'autres. Il y a des opérateurs localement qui ont aussi des data centers tout aussi respectables, Free, Orange, etc., qui ont aussi des data centers très, très, très réputés et qui ont donc le niveau des data centers qu'on a l'habitude de voir donc, au niveau aussi occidental, de très haut niveau. Maintenant, le data center, c'est un acte. Ce data center-là qui doit accueillir les données gouvernementales, les données donc, des administrations, les données de certaines entreprises, peut-être quand ils l'ouvriront donc, effectivement donc, aux entreprises sénégalaises. Au-delà de juste le mettre en place, il va falloir le sécuriser. C'est là où la cybersécurité vient apporter une vraie pierre donc, à l'édifice, donc, notamment en faisant le nécessaire de sorte que le data center lui-même donc, soit suffisamment protégé en termes de disponibilité, de continuité d'activité, en termes d'intégrité des données qui sont hébergées dedans, de confidentialité des données. C'est important de travailler donc, sur ces aspects-là et ne pas juste mettre les murs et mettre les équipements dedans. Ce n'est pas suffisant. C'est très loin d'être suffisant. Justement, en parlant de ce data center qui a été mis en place par l'État sénégalais, aujourd'hui, une entreprise sénégalaise qui peut être en désaccord, par exemple, avec l'État, ne peut pas avoir des risques à héberger ces données, justement, dans ce data center-là, dans le sens où, éventuellement, ces données peuvent être, entre guillemets, kidnappées ou encore refusées d'accès, parce qu'on n'est pas peut-être en entente avec, c'est-à-dire la vision de l'État ou encore... Il y a un code éthique, normalement. Oui, ça il ne faudrait pas que ça puisse arriver. Le stockage de ces données. Voilà, il ne faut absolument pas du tout que ça puisse arriver. Que ça puisse arriver dans notre contexte. Je ne sais pas, mais en tout cas, il faudrait qu'il y ait effectivement des règles qui feraient que donc effectivement qu'une entreprise qui paye donc une location dans un data center pour héberger ses données puisse accéder à ces données de façon convenable. Si l'État a un conflit avec cette entreprise-là, il a des moyens de régler ces problèmes au lieu de prendre en otage ces données. Donc, il y a des moyens juridiques, il y a des moyens qui peuvent être utilisés donc, par le fisc, etc., pour pouvoir gérer cette histoire-là. Mais absolument pas du tout. On n'a pas le droit de confisquer les données, de prendre en otage les données d'une entreprise ou d'une personne, quelle qu'elle soit. Alors, en 2022, on a eu notre stratégie de sécurité numérique, là, le fameux SNC. Mais aujourd'hui, 2 ans après, est-ce qu'il semble
déjà assez, disons, archaïque quand on voit comment ce secteur-là connaît des mutations extrêmement rapides en un temps record. Oui, bon, la stratégie, en fait, ça devait se finir effectivement en 2022. C'est pas en 2022 que ça a commencé, c'est SNC 2022. L'objectif, c'était jusqu'en 2022. Quelle est la stratégie de la cybersécurité donc, du Sénégal? Malheureusement, depuis cette date-là, on n'en a pas une nouvelle. Heureusement, les objectifs et les ambitions qui étaient affichés donc dans la SNC donc 2022 dépassaient largement donc l'horizon 2022. D'autant plus que pour moi, à mon avis, il y a un travail donc d'inventaire, de bilan à faire donc de cette stratégie. Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que les ambitions qui étaient fixées étaient des ambitions, les ambitions sont atteintes ou pas? Qu'est-ce qui reste encore à faire, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné, ainsi de suite. Mais je pense que, c'est à mon humble avis, effectivement, que tous les objectifs qui étaient fixés n'étaient pas atteints. Donc, je suppose que la stratégie qui devait s'arrêter en 2022 se poursuit avec les mêmes objectifs pour pouvoir atteindre tous les objectifs qui étaient fixés en attendant qu'il y ait une nouvelle stratégie. Et je pense que c'est une belle opportunité donc, de pouvoir faire travailler davantage de concert les services donc, étatiques, donc la DCSSI, ainsi que donc, le secteur privé, donc, qui porte aussi une voie assez intéressante, par exemple, comme optique, comme donc, la coopérative numérique, donc, qui contribue fortement donc, à l'évolution de l'écosystème de façon globale de l'IT, mais aussi avec un pan très important sur la partie cybersécurité. Et ils sont demandeurs de cela. Et la DCSI, donc les autorités en charge de la cybersécurité, entendent aussi cette requête. Et je pense qu'avec cette nouvelle collaboration, ça permettra d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort en termes de défense, en termes de cybersécurité. Donc si vous parlez un peu de cette attente-là légitime des acteurs d'être au moins consultés par les décideurs avant d'élaborer un tel plan, une telle stratégie, cela sous-entend que dans le précédent plan, dans la précédente stratégie, vous n'avez pas été associé pleinement? Bon, moi, je n'étais pas là, en tout cas, par rapport donc, à Optique. Hein. Moi, je suis membre d'Optique. Je préside aujourd'hui la commission donc, cybersécurité. Je n'étais pas là. Bon, en tout cas, le discours que j'entends, en tout cas, c'est une plainte qui dit qu'effectivement, ils n'étaient pas suffisamment associés. Ça, voilà. Et ce n'est pas juste de la consultation. Il faudrait que ce soit une co-construction. Voilà, parce que les directives qui sont données par les autorités en termes de cybersécurité vont avoir un impact fort, devraient avoir un impact fort dans le secteur aussi privé. On ne peut pas défendre un pays, protéger un pays en oubliant son secteur privé. Ce n'est pas possible. Donc il faudrait que ce soit de la construction, que les exigences qui sont données collent avec les réalités donc, de l'entreprise. Et parfois, on voit parfois des aberrations. Nous-mêmes, on le vit de façon assez régulière, notamment par exemple sur la localisation des données. Parfois, on a des discussions assez houleuses avec certaines administrations sur ces questions-là. Quand on voit que des administrations hébergent donc leur messagerie, par exemple, sur des clouds qui sont des clouds à l'international. Et par exemple, nous qui faisons de la supervision, quand on leur propose l'hébergement donc de mettre, comment dirais-je, les logs qui permettent de superviser les plateformes, ils nous disent que les logs ne doivent pas aller à l'étranger. Voilà, et c'est quand on a les vraies données qui sont utilisées, les logs, c'est juste des traces qui permettent de dire quelqu'un est entré, quelqu'un est sorti, quelqu'un a fait ceci, etc. Il n'y a pas d'enjeu très très fort, aussi fort que les vraies données qui sont hébergées ailleurs. Les données sont ailleurs et puis on nous parle de... C'est des aberrations que l'on constate, c'est parce que tout simplement, peut-être il n'y avait pas suffisamment de concertation entre le public, le privé et les différents acteurs, en tout cas clés, dans le domaine de la cybersécurité pour définir des choses qui soient adaptées et applicables. Alors ce que vous dites là rejoint un peu la dernière intervention du président de la République, hein, le nouveau président de la République du Sénégal, dans le domaine un peu de la souveraineté numérique et de la cybersécurité, de la cyberdéfense, quand il parle véritablement d'une meilleure politique, de la nécessité de doter le Sénégal d'une meilleure politique de protection des données gouvernementales. Absolument. Je pense que c'est ce que vous dites. C'est le même plaidoyer finalement. Parce que quand on voit des autorités utiliser des noms de domaine qui ne sont pas sénégalais, hein, ça également, c'est alors que le point SN existe bel et bien. Complètement. Par exemple. Oui, non, mais ça c'est un problème, effectivement, et je pense que, bon, ils ont pris la question, j'espère en tout cas suffisamment donc,
en compte pour pouvoir la traiter donc suffisamment. Voilà, donc il faut aller plus loin. Donc là, quand on voit les cartes de visite quasiment donc de nos autorités, la plupart c'est des Gmail, ce qu'il faut éviter. Donc il faudrait quand même que nos données donc d'État restent dans un environnement d'État qui soit suffisamment protégé. Il ne suffit pas seulement de dire il ne faut pas aller donc dans des Gmail ou des Yahoo, mais il faudrait, quand on récupère notre domaine, le gouv.sn là, donc la messagerie soit suffisamment aussi sécurisée. Il ne faudrait pas qu'on mette tous nos paniers dans tous nos œufs dans le même panier et que le panier soit troué, quoi. Donc ça posera plus de problèmes. Donc il faudrait vraiment donc sécuriser donc cette messagerie qui doit être utilisée. Quand je dis sécuriser, c'est en termes des critères de sécurité. Il faudrait que ce soit disponible. Quand le président veut envoyer un message à un de ses ministres ou le Premier ministre doit envoyer un message à un de ses ministres, il faudrait qu'il puisse le faire. Il ne faudrait pas que la messagerie tombe tous les 4 matins. Ça, il faut le gérer. Il faudrait que ce soit aussi sécurisé en termes de confidentialité. Il ne faudrait pas qu'un admin, moi je suis administrateur de la messagerie, parce que la messagerie n'est pas chiffrée, n'est pas protégée en termes de confidentialité, que les échanges secrets, les échanges confidentiels qui se font entre différentes autorités, que je puisse aller les consulter parce que j'ai accès en tant qu'administrateur à la messagerie. C'est important de traiter ce point-là. C'est vraiment vital parce que voilà, donc on ne se protège pas des autres seulement. Parfois, le verre peut être dans la pomme, quoi. Donc voilà. Il faudrait également que ces données-là soient intègres, qu'on évite effectivement ce qu'on a mettre les dispositions nécessaires, organisationnelles et techniques qui permettent d'éviter effectivement les problèmes qu'on a eu à rencontrer récemment. Donc en 2023, si je ne m'abuse, on a eu beaucoup d'attaques. Beaucoup d'attaques, oui. Avec la RTP, je pense. Beaucoup d'attaques. Il y a eu beaucoup de sociétés qui ont été attaquées, des domaines, voilà. Et ça, effectivement, il faut mettre les moyens de protection de ces infrastructures, de sorte que ces attaques ne puissent pas prospérer vite. Le risque zéro n'existe pas, mais il faudrait pas que, voilà, que n'importe quel clopin puisse entrer dans le système d'information. On se protège jusqu'à un certain niveau. Certes, il faut s'arrêter à un moment donné. Voilà, quand on met nos murs pour protéger la RTS, c'est pour se protéger donc du petit voyou qui passe à côté, qui pourrait entrer, puis qui est un truc, quoi. Mais si effectivement un bataillon armé est là pour entrer, il entrera. D'accord? Donc, mais ne pas c'est pas une excuse pour ne pas faire donc les murs. Donc, justement, aujourd'hui, les GAFAM utilisent vraiment, c'est-à-dire mettent tous les moyens pour sécuriser, on va dire, les données personnelles, vraiment à coût de milliards de dollars pour pouvoir protéger les données. Alors aujourd'hui, est-ce que le Sénégal est prêt à justement héberger ces données-là et justement surtout protéger ces données-là pour éviter toutes ces attaques? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, on a connu une succession d'attaques en 2023. Oui, je pense qu'il reste à faire, beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire donc pour pouvoir aller donc dans la sécurisation des infrastructures, dans la sécurisation des applications qui sont sur les infrastructures avant d'arriver aux données qui doivent être aussi sécurisées. Donc effectivement, il y a un travail de longue haleine à faire pour pouvoir arriver donc à ce niveau-là et pouvoir prétendre à un niveau de sécurité qui avoisinerait donc ces GAFAM qui par ailleurs donc ne sont pas forcément des chevaliers blancs. Donc effectivement ils peuvent les protéger, mais ils les consomment très fortement donc, et les utilisent parfois donc à l'encontre même des intérêts de nos vous avez parlé on parle de souveraineté numérique de façon globale. L'Afrique dans sa globalité aujourd'hui est impuissante face à ces GAFAM, alors qu'au moins ailleurs on essaie un peu de temps soit peu de les contrôler, qu'il y ait une collaboration beaucoup plus franche. On a vu comment, par exemple, le Parlement de l'Union européenne a convoqué, en tout cas, le responsable chef, le fondateur de Facebook, Zuckerberg, qui a quand même déféré à cette convocation. Mais c'est clair que cela est impensable de voir un jour Zuckerberg, par exemple, au siège de l'Union africaine. C'est vrai que chaque État pris isolément est faible, mais est-ce qu'il y a une possibilité de doter le continent d'une politique globale? Ce serait intéressant. Donc, tous les États en relation. Voilà, une collaboration, une fédération des forces, c'est ça qui ferait la différence en réalité. Parce qu'effectivement, le Sénégal, quand tout à l'heure on parlait de la stratégie SNC 22,
dans cette stratégie, la stratégie est dotée donc d'un budget de 3 milliards, quelque chose de ce genre. Mais quand on le compare, par exemple, à la France, seulement sur la cybersécurité, elle est à 40 milliards d'euros. Les États-Unis, n'en parlons pas. Donc, 700 et quelques milliards de dollars. Donc, la comparaison est difficile. Donc, tout petit comme nous sommes, effectivement, si on veut rester chacun dans cette stratégie locale que pour nous, on sera très faible. Donc, il faut l'avoir, cette stratégie, parce que aussi, une souveraineté aussi, c'est d'abord national, mais il y a une porosité donc, des frontières numériques qui font qu'il faudrait une forte collaboration pour aller plus loin et plus fort. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Fall. Je vous en prie. Dernier conseil? Bon, très rapidement, en 30 secondes. Voilà. Faire travailler le public et le privé, et puis mettre les bons hommes à la bonne place. Voilà. Très bien. Et vivement un retour définitif au pays. Au Sénégal. On ne veut pas de cerveau. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Aline Benrakhan, merci de m'avoir accompagné. Tu m'avais manqué. Hein. Coach Chandarin, merci beaucoup. À demain pour une nouvelle capsule gymnastique. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dès demain, 6h30 pour un nouveau numéro de Kinkeliba. En attendant, prenez soin de vous en compagnie des programmes de la RTS. Bonne journée à notre premier invité. C'est vrai, bonne journée à Sophie, c'est vrai. C'est ça. Super. Merci à vous. C'est vrai, mais malheureusement, il y a... Sénégal, Mali, Togo, Black People, Afrique, Congo, John Noir, ville ñu def logo, dañu war a xëy versi ji kon waruñu dojo. Woo ma jël si la fépp photo, wolu woo ma jëlal matricule bi photo. I gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was left to be done. Réveil en douceur sur la RTS avec l'incontournable matinale Kinkeliba. Bonjour, il est 6h30. Merci de choisir les programmes de la... Suivez-nous les matins de 6h30 à 8h pour un contenu riche et varié. Nos équipes dynamiques et chaleureuses vous livrent de bonnes informations, de la météo, des chroniques sur la culture, l'éducation, les technologies, les sports, la santé ou encore les tendances mondiales. Utile et agréable, Kinkeliba vous propose aussi tous les matins des invités experts dans leur domaine, des conversations en profondeur sur des thèmes de société. Bonjour à tous, madame, bienvenue dans votre matinale. La RTS vous sert votre Kinkeliba matinale dès 6h30.